dans cette... Tout d'abord, pour le précédent intervenant, je crois qu'on n'a pas encore parlé ici de ce qui a provoqué la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Je l'ai dit, dans le gouvernement de Hahn, entre 95 et 99, même en 94, on a eu les plans globaux, etc. On a pris toute une série de dispositions. Et dans les deux gouvernements Verhofstadt qui ont suivi, on a effectivement pris tout au long de ces années une série de mesures, en quelque sorte, pour arriver à une situation qui, fin 2007, était saine sur le plan belge. À cette époque-là, la Belgique était présentée comme un modèle, un bon élève de la classe européenne. C'est toujours un peu comique, c'est bon élève, mauvais élève, etc. C'est vraiment scolaire, mais bon. On infantilise les États et les responsables politiques. Et donc ça, c'est la première chose. Puis il y a eu la première crise bancaire. On a dû refinancer massivement. Et puis on était encore une fois dans une situation qui n'était pas si mauvaise que cela. Il y a eu une deuxième crise financière et bancaire qui nous a effectivement plongé dans une situation que les politiques aujourd'hui doivent gérer. Alors dire que on n'a pas vu à long terme, etc. Si, je crois pouvoir dire que depuis le début des années 90 jusqu'à la fin des années 2007, 2008, le gouvernement belge et les gouvernements belges successifs avec tous les partis qui ont participé ont effectivement pris une série de mesures en essayant au maximum de maintenir notre système de solidarité sociale. Et c'est aussi le débat, parce que le combat contre l'index, il était déjà présent en 92, 93, il est resté présent en permanence, et il revient à la une, et la sécurité sociale déplaît à ces messieurs de la Commission européenne, à commencer par M. Olli Rehn, lorsque le ministre des Finances, le Premier ministre et d'autres vont le rencontrer. La réponse, il est encore assez, lui, compréhensif, mais certains fonctionnaires qui l'entourent disent « Mais enfin, votre système de chômage, ça coûte trop cher, la santé, il y a d'autres systèmes qui existent, vous pouvez faire ça avec le privé, etc. » C'est ça que l'on dit à des politiques, à un Premier ministre qui vient avec son ministre des Finances expliquer que nous entendons défendre cette politique. On dit même pas le commissaire qui n'est pas élu, mais ceux qui sont assis derrière, qui sont encore moins élus, ceux-là, ils disent « Non, vous devez quand même, c'est pas possible, trouver d'autres solutions. » Et donc il faut faire de la résistance. Alors, il y a une question qui a été posée là tout à l'heure, mais comment retrouver... Barroso, il réagit, mais c'est un moteur diesel, celui-là. Il a fallu le temps qu'il se rende compte que les problèmes étaient graves. Donc, mais c'est peut-être trop tard. Ceci étant dit, aujourd'hui, la seule ligne, ce qui unit tous ces gens, c'est le marché, le marché, le marché. Il n'y a que ça. Le single market, c'est ça. C'est comme ça. Et on a élargi, pas pour accueillir les gens, pour améliorer leur sort, vers l'Est. On les a simplement élargis parce que on les a pris parce que finalement ça faisait un grand marché, un plus grand marché quelque part comme ça. Et puis on a d'ailleurs négligé l'axe nord-sud. On a le pourtour méditerranéen, ça, les dictateurs, ça agréait bien le marché parce que finalement ça marchait bien cette histoire-là. Et puis quand l'accident s'est produit, maintenant on commence à s'intéresser, mais surtout à savoir comment on va renvoyer des entreprises et faire du bénéfice là dans ces pays qui se dotent de gouvernements. Donc il faut peut-être se méfier un jour de ce qui va se passer. Donc on a un peu négligé l'axe nord-sud. Alors opposons au marché la solidarité. Opposons au marché la solidarité et déclinons-la dans toutes ses formes. Et pour faire cela, il faut d'abord une commission, balayer cette commission-ci, la remplacer par une commission avec des gens qui ont peut-être une légitimité démocratique, premier élément. Et deuxièmement, et ça c'est tout le débat, parce qu'il y a eu le débat tantôt, magma ou pas, c'est comment expliquer, bon Dieu de bon sens, de l'année prochaine, à quoi ça sert de voter pour le Parlement européen? Où est sa visibilité? S'il y a bien de temps en temps des projets que vous portez, vous avez porté le projet, vous avez une visibilité là-dessus, mais comment faire passer cette idée que c'est ça qui doit se faire? C'est que le Parlement européen devienne un Parlement fort, avec des thèses claires et pas nécessairement une recherche permanente d'un compromis entre les deux grandes formations mais oui, mais vous savez ce que je vous dis ici, je le dis aussi aux responsables du Parti socialiste européen. J'ai pas deux discours en fonction des interlocuteurs devant lesquels je me trouve. Une réaction de Madame qui travaille, enfin vous travaillez au niveau de la commission. Il faut balayer la commission actuelle, comme le dit Monsieur Fillon. Elle a fini dans quelques mois. Non, mais je voulais juste répondre par rapport au fait que la commission a infantilisé les États membres. Je crois pas que ce soit tout le cas. Je crois que vous faites référence au semestre européen et aux recommandations spécifiques par pays. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc c'est une nouvelle
dans l'exercice pour le moment, c'est une nouvelle façon où la Commission travaille conjointement avec les États membres pour leur donner donc des recommandations, donner une évaluation de leur économie, où il peut y avoir des choses qui peuvent s'améliorer, etc. Le conjointement n'est pas bon, madame. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment une discussion, parce que vraiment, la Belgique va remettre dans quelques jours, j'imagine, son programme de réforme. Et encore aujourd'hui, on a vu les partenaires sociaux belges, on a discuté, on a écouté leur point de vue. C'est la même chose qui se passe après. Il y a des réunions quasi toutes les semaines avec donc les gens qui travaillent dans les cabinets, mais aussi les niveaux politiques, etc. Donc, après, il y a même des États membres qui viennent dire merci au niveau européen parce que politiquement, pour nous, c'était impossible de faire ces choix-là. C'était nécessaire, mais voilà. Après, c'est quelque chose qui est négocié et qui est adopté aussi par tous les États membres, par le Conseil. Ça, il faut quand même le dire. Donc, c'est pas quelque chose d'infantilisé non plus. Il y a une responsabilité politique à prendre. Après, je crois aussi, par rapport aux États membres qui ont aussi adopté. Monsieur voulait intervenir depuis longtemps, donc on va lui donner la parole. Bonjour, Monsieur Lambert. Je voudrais vous poser une question concernant la monnaie qui en... Est-il en monnaie ou pas? Ça, je vous pose la question. C'est concernant Bitcoin, qui prend la évolution où les gens pouvaient acheter et vendre en Europe. Et quelle est la fonction? Dans le temps, on disait que les banques, ils ont la capacité de lancer la monnaie. Maintenant, quand vous voyez ces mouvements-là, que fait l'Europe pour contrôler ces genres d'agissements? Et est-ce que Banque centrale, il est aveugle ou bien il laisse faire les choses? C'est la question. Le Bitcoin, on peut peut-être rapidement rappeler ce que c'est. C'est une forme de monnaie alternative, si on veut. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la création de la monnaie a été privatisée. Donc la création de la monnaie était une prérogative du souverain et elle a été privatisée aux banques privées. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est, sachant l'importance que les moyens de paiement ont dans la société, ne s'agit-il pas d'un bien commun qu'il faudrait peut-être éviter de confier à des intérêts privés? Et donc, de ce point de vue-là, je veux dire, les initiatives aujourd'hui de lancement de monnaie alternative envoient quelque part un signal en disant « Oui, mais moi, je n'ai peut-être pas envie de compter sur le système bancaire pour créer des monnaies. Je préfère alors lancer des monnaies, un, que je connais, et deux, qui me servent alors à, quelque part, faire des affaires avec les gens de mon entourage, de ma région, de ma commune, etc., etc. Donc là, je pense qu'on a une réflexion à mener. Il faut de nouveau sortir d'une certaine pensée unique. La seule manière de faire de la création monétaire n'est pas celle qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire où c'est les banques privées qui créent du crédit et qui peuvent toujours se refinancer auprès de la Banque centrale, soit dit en passant. Et d'autre part, peut-être que nous pouvons, tout comme on a une démocratie multiniveau entre la commune, la région, l'État, l'Europe, eh bien, il n'est peut-être pas insensé d'avoir des monnaies complémentaires, c'est-à-dire d'avoir en effet une monnaie commune qui est l'euro, mais d'avoir des monnaies à d'autres niveaux pour faire d'autres choses. Et ça, je pense que c'est un vrai enjeu de discussion. Maintenant, sur la dictature, et en effet, quelqu'un l'a soulevé, M. Tanzili, je crois, sur le vrai coup d'État de la Banque centrale européenne, je crois que ça c'est vrai. Je pense qu'il y a aujourd'hui des fonctionnaires, et Mario Draghi est un fonctionnaire, c'est le patron de la Banque centrale, qui s'estime investi d'un droit divin. Et je vais juste vous citer un échange de vues que j'ai eu avec lui. Il a déclaré en commission économique et monétaire, en Europe, les impôts sont trop élevés. Je veux dire, Jean-Paul Val peut dire ça. André Flau peut tenir le contraire. Moi aussi. Et c'est un débat politique. Qu'un patron de banque centrale se permette de dire les impôts sont trop élevés, c'est faire une déclaration de nature politique. Parce que le choix de donner à l'État, enfin, que 60% du PIB soit réalisé par les pouvoirs publics ou 40%, c'est un choix politique. Est-ce qu'on met la santé dans le secteur public ou dans le secteur privé? Est-ce qu'on met l'enseignement dans le secteur public ou dans le secteur privé? Ce sont des choix politiques. Et vous avez un patron de banque centrale qui vient nous dire les impôts sont trop élevés, autrement dit la part, et Trichet avant lui, l'ancien président de la Banque centrale, nous disait la part du secteur public dans l'économie est trop élevée, alors qu'il n'y a aucune étude empirique qui montre que quand la part de l'État est très grosse, la société va mal, et quand la part de l'État est très petite, la société va bien. C'est un choix politique. Et donc vous avez des gens comme eux qui se permettent, du haut de leur indépendance, entre guillemets, et surtout du fait qu'ils ne sont pas révocables, de donner des leçons, en effet, à des politiques en les prenant de haut. Et en effet, dans la Commission, je suis désolé, je sais bien que toutes les recommandations pays par pays sont négociées. Moi, ce que je sais quand même, c'est que dans la DG ECFIN, la DG de M. Rehn, eh bien, on a créé une petite base de données pour inventorier les différents types de réformes des marchés du travail en Europe.
en mettant dans la colonne plus bonnes réformes, toutes les réformes qui réduisent les droits des travailleurs, qui réduisent les pouvoirs de négociation collective, qui réduisent la durée de l'indemnité du chômage, etc. Bref, qui précarisent. Tout ça, c'est bon. D'accord ? Et ça, c'est un choix politique. Et cette database qui s'appelle la BREF existe au sein de la DG ECFIN. La DG ECFIN, qui est la direction générale, la partie de la Commission européenne, les fonctionnaires qui interagissent avec les pays membres, font des choix politiques. Alors c'est sûr qu'a posteriori, ces choix politiques sont tamponnés, et ça je comprends ce qu'André Flau disait tout à l'heure, lorsqu'on reçoit un mémorandum d'accord avec la Grèce, avec Chypre, ou le paquet des 27 recommandations spécifiques par pays qui arrivent à la fin du sommet de juin, je peux parfaitement comprendre que quand ça arrive au niveau des ministres des Finances ou des chefs d'État et de gouvernement, on tamponne et on entérine. La question c'est, où est la légitimation démocratique des orientations politiques qui sont prises? Et je prétends aujourd'hui, et là je suis d'accord avec ce que vous disiez, que, en particulier, donc je n'élargirai pas ça à toute la Commission, mais en particulier à la Direction générale économique et financière, c'est l'orthodoxie par excellence. Elle ne connaît d'égal quant à la pureté chimique de la pensée unique que la Banque centrale européenne. Et il est vrai que les orthodoxes dans la Commission sont ultra minoritaires. Ils sont un peu à la DG Environnement, un petit peu aux affaires sociales, mais les DG durs, c'est-à-dire commerce économique et financière, DG Marché, c'est en train de changer, c'est l'orthodoxie. Et ils font des choix politiques. Politiques. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable au niveau démocratique européen, c'est inacceptable pour un État membre. Et là, en effet, il faut un sursaut. On a des questions. Madame, vous vouliez poser une question. On dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices, et dans ce sens, votre thème de débat devrait remettre en question, je trouve, les certitudes de ces messieurs selon laquelle il y a la paix maintenant en Europe. Quand on voit le taux de chômage, et surtout le taux de chômage des jeunes, on devrait vraiment s'inquiéter. Si on prend l'exemple de l'agriculture, le nombre de faillites augmente d'année en année, et cela depuis des dizaines d'années. Et si les eurocrates, puisque c'est, comme vous le dites maintenant, eux qui font plus pour longtemps, mais en tout cas maintenant eux qui font la loi, veulent faire de l'agriculture européenne quelque chose à l'image des États-Unis, qui peut-être serait de taille comparable à l'Europe. On arrive en Californie, par exemple, peut-être à des... J'ai peur de me dire une grosse bêtise, mais je me demande si ce n'était pas des fermes de 1000 vaches. Si. Donc les faillites peuvent encore continuer. Mais qu'est-ce qu'on voit en Californie aussi? Que la langue parlée n'est plus l'anglais, mais l'espagnol. Ce ne sont plus des Américains qui vivent là, ce sont des immigrés mexicains. Pourquoi pas? Donc ici, ce sont des immigrés arabes ou marocains. Mais comme ça, on comprend très très bien pourquoi les citoyens ne se sentent plus du tout concernés par l'eurocratie, puisque ce n'est pas pour eux que l'Europe travaille. Prenons un autre exemple. L'Europe favorise le travail des femmes. Est-ce que c'est pour leur épanouissement? Est-ce que c'est pour lutter contre la pauvreté? Non, c'est pour payer les pensions. Voilà, les femmes n'ont plus besoin de faire des bébés, elles ont leurs parents dont elles doivent déjà s'occuper. Et l'Europe et l'OCDE enfoncent le clou en disant que oui, que l'immigration est très très bien pour l'Europe parce qu'elle apporte des enfants. Donc voilà, maintenant, plus besoin de faire des enfants, on les importe. Et voilà, et quelle humanité on peut voir dans ce système? Est-ce que c'est une sorte de suicide collectif ou de schizophrénie? En tout cas, de nouveau, là, on comprend très très bien pourquoi le citoyen ne se reconnaît pas du tout dans l'Europe telle qu'elle est actuellement dans l'eurocratie. Bon. Une réflexion peut-être, on va passer la parole pour réagir à ce que vous dites, Monsieur Wall. Tout de suite, vous me donner la parole. Mais c'est votre point de vue. Oui, c'est votre point de vue, c'est le point de vue de plusieurs personnes, mais je ne le partage que très 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 partiellement. Je le partage que très 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 partiellement. Tout simplement, vous ne pouvez. Nous sommes dans une crise, c'est clair, c'est l'évidence même. Lorsque l'on parle de l'eurocratie, là, je peux partager votre point de vue et je suis moins d'accord avec ce que vous avez dit. Mais effectivement, il faut peut-être savoir balayer devant sa porte. Lorsque l'on voit la manière dont sont appliquées, et là je vous rejoins peut-être, dont sont appliquées en droit belge, où sont transcrits en droit belge un certain nombre de normes, et le parcours démocratique, entre guillemets, que suivent ces réglementations. Comment ça se passe-t-il?
Vous avez une réglementation qui est effectivement pensée au niveau européen, où le Parlement européen a peut-être son mot à dire à un moment donné à un autre. Il y a un traité, parce que ça arrive sur le bureau des ministres, où il y a une directive européenne, et puis il faut transcrire en droit belge. Comme nous sommes dans un pays simple, ça doit passer devant tous nos parlements et devant toutes nos assemblées. Il n'y a jamais de débat. Ou très rarement. Il y en aura peut-être un prochainement, mais il y a très rarement de débat. Et même au niveau du monde parlementaire, c'est pour ça que je dis qu'il faut balayer devant sa porte, c'est l'Europe qui l'a dit. Donc on se tait. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat aussi probablement par manque de connaissances, mais aussi par manque de possibilité de pouvoir influer sur les choses. On l'approuve ou on l'approuve pas. Et donc, comme le gouvernement a approuvé, comme nos majorités, c'est le système démocratique, appuie l'action du gouvernement, eh bien, c'est approuvé quasiment en fin de séance et rarement au terme d'un débat. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec vous-même, mais je peux respecter un autre point de vue, c'est que vous ne pouvez quand même pas nier. Vous ne pouvez pas nier que la qualité de vie, la durée de vie des citoyens qui vivent en Europe a profondément augmenté. Que le scandale, il se passe notamment en Afrique. Il se passe dans des pays où, alors, avec notre puissance économique, nous ne pouvons pas, et c'est un libéral qui vous le dit, nous ne parvenons pas à trouver les moyens pour investir, pour faire en sorte que ces pays puissent aussi bénéficier de plus de bien-être. Je ne suis pas d'accord avec André Flahault lorsqu'il dit que l'Europe a été chercher les pays de l'Est parce que c'était de nouveaux marchés. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Attendez, laissez-moi continuer. L'Europe, c'est à la chute du rideau de fer des pays qu'il fallait qui, historiquement parlant, avaient pour la plupart connaissaient un régime démocratique, qui, pour la plupart, quand vous parlez avec des Moldaves, quand vous parlez avec des Bulgares, quand vous parlez avec des Lituaniens, ils parlent de l'occupation soviétique. Ils ne parlent pas d'une démocratie, ils ne parlent pas qu'ils étaient dans l'Union soviétique. Ils parlent qu'ils étaient pas occupés par les Russes. C'est ça dont ils parlent. Et donc, pour ces gens-là, à tort ou à raison, c'est l'Eldorado, l'Europe. Mais je dis, pour eux, à tort ou à raison, c'est ainsi. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je dis c'est ce qu'une majorité pense. Et vous avez effectivement regardé simplement des pays, regardez la Pologne avant son entrée dans l'Union européenne, regardez la Pologne aujourd'hui. Il y a des... Demandez l'avis aux gens et regardez comment ils votent. Demandez-leur s'ils ont envie de revenir à leur système politique d'avant. Monsieur, une réflexion aussi, une question ? C'est intéressant de se pencher sur une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui définit ce que c'est une société démocratique. Donc c'est une société où il y a un état de droit qui respecte les droits de l'homme. Alors dans les droits de l'homme, on a les droits, bien sûr, qui sont les droits civils et politiques, mais aussi les droits économiques, sociaux et culturels. Et disons, dans notre société, ces droits-là sont profondément mis en danger actuellement. Ce qui me permet, moi, de soulever l'idée, c'est qu'on doit peut-être imaginer une autre politique que toujours ce libre-échange au niveau de l'Union européenne. On ne peut plus continuer comme ça. Quand en Allemagne, il y a des salaires de 4,10 € par heure pour des coiffeurs, et que, disons, un système repose là-dessus, c'est une compétition complètement illégitime, déloyale par rapport aux autres pays de l'Union européenne. À ce moment-là, l'Allemagne peut se dire, moi, je suis un État vertueux, etc., mais elle applique des politiques qui ne respectent pas la dignité des citoyens allemands et qui est injuste par rapport aux autres États de l'Union européenne. On ne peut pas quand même payer ici les gens 4,10 € de l'heure pour, disons, se dire nous allons nous mettre au même niveau de compétitivité que l'Allemagne. Donc pour moi, la politique de libre-échange doit être mise un peu aussi en balance avec le protectionnisme. Qu'est-ce que l'un et l'autre? Ce sont des politiques de développement économique. À certains moments, un État peut se pencher vers le protectionnisme, un autre vers le libre-échange. C'était intéressant de voir aussi que cette idée de politique économique s'était développée par Xavier Dedonné il y a quelques années dans son cours de développement, de politique de développement.
Et donc, moi, je pense que nous devons arriver maintenant à un point où nous examinons est-ce que nous pouvons encore continuer ce libre-échange au niveau européen tel qu'il est actuellement. Nous devons quand même pas permettre que toute notre industrie, nos travailleurs soient, disons, mis sur la dèche parce qu'il y a une compétition tout à fait déloyale de la part d'autres États. Nous devons réfléchir sur des moyens, des barrières à mettre en place. Et ce sont les citoyens doivent pouvoir bouger. Quand vous allez en Inde, et j'ai été plusieurs fois en Inde, j'étais 5 fois en Inde, eh bien, quand vous passez du Kerala au Tamil Nadu, il y a des barrières douanières. Il y a des douanes internes au pays. Pourtant, tous ces gens sont des citoyens indiens. Il est possible donc d'avoir une citoyenneté européenne en ayant des barrières douanières qui protègent le développement des États avec leurs spécificités sociales, économiques, écologiques et politiques. Alors, est-ce qu'il faut protéger les États? Je vais peut-être demander à Mine Rochon aussi de réagir par rapport à cette vision des choses au niveau du politologue, généralement. Est-ce que ce ne serait pas un retour en arrière au niveau européen?